tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Car un jour tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Le même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une... Bonjour à tous. Nous sommes ici réunis avec quelques compatriotes du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa pour discuter, parler de l'événement qui s'est produit à Brazzaville, notamment les explosions qu'il y a eu à Mpila et qui ont fait d'énormes dégâts qu'on ne saurait plus présenter. Voilà, donc il y a autour de la table ici des frères qui vont se présenter chacun. Je commence par donc le frère à côté qui nous dira qui il est. Je suis Paulé Makaya, Congolais de Brazzaville. Je suis très heureux d'être parmi vous et je voudrais profiter de cette occasion que vous me donnez pour vous féliciter parce que c'est vous qui êtes l'organisatrice et je suis fier de vous. J'en suis convaincu que le Congo a encore des femmes capables qui vont d'ici peu changer les choses au Congo-Brazzaville. Ben, je m'appelle Cédric et c'est ma tata. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité pour ton émission. Ben, moi, je suis en Angleterre, ça fait 9 ans, je crois 8 ans, 9 ans. Et encore, comme le frère vient de dire, je te remercie énormément de m'avoir invité. Et ben, j'espère que ce débat va apporter du nouveau pour le bien, pour le bénéfice du peuple congolais, ici et surtout au Congo en ce moment. Merci beaucoup. Et donc, j'ai à côté de moi ici... un frère qui va se présenter également. Moi, je m'appelle Bandi Mboubi. Je suis congolais. Je te remercie d'avoir organisé cette table ronde et de m'avoir associé à cette discussion. Et je dois dire de prime abord que je suis touché par ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville et c'est ça ce qui me pousse à vouloir participer, à partager mon point de vue aussi. Merci beaucoup. Et donc nous avons un dernier frère qui va se Jean-Didier Mpouki, je suis citoyen congolais et je suis content de faire partie de ce débat sur les événements douloureux qui ont affecté le pays. Merci. Voilà, merci à tous. Et donc moi c'est Marie-Lou Zabia et je suis très heureuse de vous avoir. Surtout merci à vous tous d'avoir accepté de venir partager cet instant-ci, de venir apporter votre point de vue, éclaircir un peu nos frères, nos sœurs par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on ne va pas rappeler qu'il y a eu des explosions, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des dégâts, beaucoup de dégâts matériels, humains. Et donc, dès le matin du dimanche, quand on a commencé à entendre parler des explosions, nous avons eu un ministre qui est chargé de la défense, je pense, qui est venu à la télé pour annoncer la cause de l'explosion que tout le monde connaît aujourd'hui, qu'il s'agissait d'un court-circuit. Donc, court-circuit, 5 minutes après ou 10 minutes après l'explosion, le monsieur savait déjà que c'était un court-circuit. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, j'étais surpris de constater que chez nous au Congo, il y avait encore des gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient responsables ou autorités. Sans enquête, tout à coup soudain, quelqu'un arrive sur un plateau pour vous annoncer qu'effectivement il y a eu un court-circuit
et il n'y a pas eu de mort. Vous voyez un peu? C'est surprenant. Parce que ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville le dimanche 4 a été, à mon avis, une tragédie, c'est un drame. Oui, exactement. Parce que lorsque ce ministre de la Défense parlait, je pense qu'il y a eu quelqu'un qui lui a posé la question à un journaliste qui lui a dit « Est-ce que vous étiez sur place ?» Il a dit « Non, je n'étais pas sur place, il y a des services qui travaillent, et je vous rassure que ce n'est pas un coup d'État, je vous rassure également, c'est un court-circuit. » Alors, moi j'étais sidéré. Je me suis dit « Mais comment? Est-ce qu'il a déjà mené une enquête à ce niveau pour déjà conclure ?» Il dit « Non, il y a eu problème. » C'était toujours dans le cadre de la propagande. Vouloir minimiser ce qui se passait au niveau de Mpila. Parce qu'à la fin, on a tous constaté qu'il y a eu des centaines de morts et des milliers de blessés. Vous voyez un peu? C'est pour dire qu'au niveau national, il y a un problème. Il y a des Congolais qui sentent aux commandes, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Quel est leur rôle? Quelle est leur mission? Mais après, un tel événement, vous avez le toupet de vous comporter de la sorte. C'est très très grave. Moi je pense que ça aurait été dans d'autres pays, le monsieur devait démissionner. Et jusqu'à présent, j'attends, il est toujours au pouvoir. C'est malheureux. D'accord. Moi je pense qu'il faut que... Et donc pour toi, le monsieur devrait démissionner. Mais il doit partir. Mais ça, ce n'est que normal. D'accord. Vous voyez un monsieur qui arrive comme ça, qui vous dit qu'il n'y a pas de mort, c'est pas un coup d'État, il n'y a pas de problème, tranquillisez-vous. Et quelques heures après, c'est des centaines de morts. Vous dites, vous pensez que ce monsieur est encore crédible? Je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Et il est bien ministre de la Défense. Il doit avoir des services qui travaillent, il doit aller sur le terrain. Comprendre ce qui se passe. Mais s'il est juste ministre nominatif, ministre par le nom, et il n'a pas de pouvoir, peut-être qu'il y a d'autres qui voudront rebondir sur ça, il peut être ministre juste parce qu'on l'aura mis là comme une potiche et qu'il n'a aucun pouvoir et il fait ce qu'on lui dit, le pauvre. Et donc si on lui dit va à la télé, cours à la télévision, puisqu'on annonce, on vous dit, vous êtes ministre de la Défense, donc ministre des Armes, hein, c'est vous qui contrôlez les armes, toutes les armes de votre pays, vous êtes censé contrôler les armes de votre pays, je pense que c'est ça le rôle aussi, de contrôler l'armée et tout ce qui va avec. Et donc on vous dit ça crame dans une de vos entrepôts. Et au lieu d'aller voir là où ça crame, vous allez à la télévision pour dire calmez-vous, c'est pas un coup d'État. Mais est-ce que évidemment je n'épouse pas son point de vue, puisque la meilleure des choses aurait été qu'il diligente une enquête, de sorte qu'à partir de cette enquête on trouve vraiment la vraie cause de ce qu'il y a eu. Mais je me demande aussi, en tant que ministre de la Défense, s'il ne voulait peut-être pas rassurer la population pour qu'il n'y ait pas de panique, puisqu'on pouvait croire que c'était une explosion provoquée par une rébellion, par exemple, ou une mutinerie, et que de cette manière-là, en disant qu'il n'y a pas eu de mort, qu'il n'y a pas eu de mort, que la population se sentirait beaucoup plus rassurée. Est-ce que en allant à la télévision dire aux gens il n'y a pas eu de mort, rassurez-vous, n'est-ce pas une façon de prendre les gens, d'infantiliser les Congolais? Est-ce que la meilleure solution ou la meilleure approche de la chose ne serait-elle pas d'aller sur place? Parce que moi je pense que la meilleure façon de rassurer les gens serait d'aller sur place, aller voir la situation et revenir dire j'y étais, j'ai vu ceci, rassurez-vous, il n'y a rien. Est-ce que ce ne serait pas ça, Cédric? Bon. Personnellement, je pense que je vais un peu me rejoindre à mon frère parce que, vous savez, comme on dit, le moyen le plus facile de communiquer avec tout un peuple, c'est les médias. Par le temps que, par exemple, monsieur le ministre devait aller à Mpila voir ce qui se passait, après revenir à la télé, il y aurait peut-être eu... Mais je ne parle pas qu'ils reviennent à la télé se déplace. On voit, quand il y a un problème, ils ont des services de communication, ils devraient informer le service de communication, nous avons une urgence à tel endroit, ils partent avec la télé sur place pour aller voir l'ampleur des dégâts sur place. Ils ne pouvaient pas aller là-bas sur place puisqu'il y avait eu vraiment de vrais dégâts. Montrant ça à la population,
Ça n'allait pas convaincre. Non, mais on considère cette population comme étant des gamins qui ont peur ou bien comme étant des adultes qui méritent de savoir ce qui se passe dans leur pays. Ce n'était pas la meilleure façon d'informer la population. Ouais. Ça, c'est clair. Ce n'était pas la meilleure façon. Mais j'étais juste en train de voir les choses un peu sous l'angle du ministre de la Défense. Cela ne veut pas dire que ça exonère le ministre de la Défense. Mais je me demande, c'est une question que je me pose. Oui, moi je pense que, tu me permets, cher frère, écoutez, soyons sérieux. Il s'agit quand même des explosions. Absolument. Dans un quartier populaire. Et il n'y a pas eu une seule explosion, plusieurs explosions. Et il s'agit des armes de guerre. Vous voyez le bruit que ça fait? Donc le monsieur arrive comme ça à la télévision pour dire qu'il n'y a pas de problème. Mais quand même, soyons sérieux. Mais la première des choses, je pense quand même, il faut aller sur place. Mais il est ministre de la Défense. Mais il a été nommé par qui? Mais si les ministres... Sassou, il a la confiance de M. Sassou. Mais si les ministres sans pouvoir, moi ma question elle est là, si les ministres sans pouvoir, est-ce que tu penses, Didier, qu'il aurait pu prendre des décisions? Parce que si tu es ministre sans pouvoir, tu ne décides rien. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Donc si le pauvre ne peut pas décider, que ferait-il? Alors est-ce qu'on n'est pas dans ce cas de figure où le monsieur, je le comprends, hein, je le comprends, il n'a peut-être pas de pouvoir, il y a un, ou de deux, par le manque de pouvoir, on peut aussi ajouter le manque d'intelligence. Il peut arriver hein, que c'est pas parce qu'il est ministre qu'il est intelligent. Il peut avoir un déficit, une déficience intellectuelle qui fait qu'il puisse analyser la chose à son niveau et se dire, bon, les Congolais sont comme moi, ils pensent comme moi, ils raisonnent comme moi, ils ont le même QI que moi, je peux leur dire n'importe quoi, ils comprendront. Et donc le pauvre a peut-être pensé faire ce qu'il a cru bon. Et donc qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je ne crois pas que c'est un ministre sans pouvoir. Parce que si aujourd'hui vous êtes un ministre sans pouvoir, autant mieux démissionner. Autant mieux démissionner. Ce qu'il a dit, effectivement, c'est scandaleux. Hein? C'est scandaleux. Moi, j'ai plutôt vu le souci de protéger le pouvoir, hein? De protéger le pouvoir. Son gagne-pain, hein, avec les propos, non, il n'y a rien. Calmez-vous, ce n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État, ça montre que non, mais le ministre, il est beaucoup plus... il a plus de soucis de la conservation du pouvoir que ses responsabilités de ministre. Hein. Ouais. Effectivement, dans un pays démocratique, il devait démissionner, il devait avoir honte. Est-ce que c'est une question de honte ou de responsabilité? Effectivement, question de honte et puis de responsabilité aussi. Donc c'est une question de dignité alors? De dignité, oui. Il devait démissionner. On ne devait même pas lui demander, mais de lui-même. Il devait démissionner. Ok, Cédric. Je veux dire une chose. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a encore quelques années, le Congo était un pays en guerre. Ok. Il faut qu'on se dise la vérité. On sait tous qu'au Congo, généralement, quand il y a des coups de feu, ça crée la panique. Des coups de feu. Donc, si les coups de feu créent la panique, qu'est-ce que des explosions peuvent créer? Encore beaucoup plus de panique. Je ne vais pas me mettre de son côté. Mais dire qu'il a voulu protéger le pouvoir ou son pouvoir, ça, je ne sais pas trop. Moi, je parle par rapport au peuple congolais. Ok? Moi, je pense que si personne n'avait pris quand même l'initiative d'essayer de calmer la population, il aurait pu avoir plus de panique et peut-être plus de morts. Il ne faut pas toujours voir les choses du mauvais côté. Ok, on parle de démissionner, il doit démissionner. Bon, ça, après, comme on dit, dans un pays démocratique, dans certains pays démocratiques, c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, il faut se dire, ici aussi par exemple, AES, le ministre, Secretary of, comment on dit son nom en français, ministre des Affaires étrangères. Il y a des moments, quand ils ont fait la guerre en Afrique, il a dit des banivers. Quand il a dit Muammar Kadhafi est sorti, la Libye est libre, ceci, cela, personne ne lui a demandé de démissionner. Vous savez, dans des situations de crise comme ça, moi c'est toujours ce que j'ai dit à mes frères. Il faut qu'on apprenne parfois à... Si vous voulez en fait, le mal est fait. Le vin est tiré, il faut le boire. D'accord. À un certain moment, apprenons à le boire ensemble pour mieux apprendre. On peut critiquer, on peut lui dire, on peut essayer d'aider,
Mais moi, je pense que le plus important en ce moment, c'est d'aider cette population qui a besoin de médicaments et qui a besoin de tout ce qui va de pair avec. Je suis entièrement d'accord avec le fait On va y arriver, on va y arriver. Donc là, on est en train de parler d'abord de l'explosion. Voilà, de l'explosion elle-même. On va y arriver. Vous savez, moi je pense qu'il s'oppose un problème de méthode. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut faire très attention. Gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas, je vous dis, ça ne se passe pas comme ça, mais c'est avec légèreté. Mais il est ministre de la Défense. Est-ce qu'il aurait peut-être... Il est censé protéger la population. Mais dites-moi un peu. Donc la première action que ce monsieur devait mener, c'est d'aller à la télévision. Mais il devait passer les coups de fil, appeler ses services. Et est-ce qu'après avoir... Bon, quand il est je passé... voudrais finir. Je Ouais, n'ai pas fini. d'accord. Parce que lui, il a dit, si le ministre n'avait pas parlé comme ça, il devait avoir plusieurs morts. Mais c'est le contraire. Donc il a demandé aux populations à rester sur place, ne bougez pas. Puisqu'il leur a demandé de regagner leur maison, de regagner leur maison qui était brûlée, qui était tombée. Donc, il y en a qui n'avaient plus de maison, rentrez chez vous, il n'y a rien. Mais moi, je vais poser une autre question, Alors, compte tenu de ce qui s'est passé, donc il est venu à la télévision donner son point de vue, et quand il s'est rendu compte que, quand tout le monde s'est rendu compte que finalement l'information qu'il a donnée n'était pas la bonne, est-ce que par respect pour la population qu'ils sont censés servir, cette population qui est mature, cette population qui est mûre, cette population qui n'est pas faite que d'idiots, parce que la population congolaise est quand même, intellectuellement en bonne santé. Voilà, je veux dire, c'est une population qui est intellectuellement en bonne santé. Est-ce que, par respect pour ce peuple, pour cette population, il n'aurait pas fallu qu'il revienne pour dire « Je suis désolé, je m'excuse, je vous ai donné une fausse information pas maîtrisée, mais voici ce qui se passe ». Est-ce qu'il aurait pu faire ça? Oui, malheureusement, il ne l'a pas fait. Je pense que un des problèmes qui se pose, c'est un problème de manque de transparence. Et quoique une enquête soit diligentée... diligentée par qui et contre qui? Par le gouvernement contre qui? Bon, peut-être pas contre quelqu'un ou contre une personnalité, mais par rapport à ce qui s'est passé. D'accord. Mais malheureusement, souvent... on ne saura peut-être pas les conclusions de cette enquête, ou même si l'enquête est bien menée, peut-être que les conclusions ne seront peut-être pas connues par ou alors les conclusions seront des résultats fabriqués, puisqu'on a des catastrophes sur catastrophes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais a besoin d'un repos. Sur le terrain de la souffrance. Le peuple congolais a besoin d'un repos. Si ce n'est pas un avion qui vous tombe dessus, c'est un train qui vous emmène quelque part, qui vous jette dans un ravin. Si ce n'est pas ça, c'est la voiture dans laquelle vous êtes qui va tomber dans je ne sais quoi. Bon, ce sont des accidents, on va dire, mais l'accident est toujours la faute à quelqu'un. Parfois, bon, on y reviendra. Oui, mais l'enquête peut établir justement les responsabilités. C'est par rapport à cela, par exemple, on peut établir si c'était vraiment un court-circuit. Donc il aurait dû revenir. Oui, mais par rapport à cette enquête, on devrait établir si c'était un court-circuit, si c'était une négligence, si c'était un manque de prévoyance. Mais déjà, on reconnaît que l'endroit où se trouvaient les dépôts de munitions n'était pas stratégique. Ne devait pas, en fait, le dépôt de munitions ne devait pas être là parce que c'était une zone habitée. C'est là où je vais arriver à la deuxième question, en fait, que je me pose. Alors, moi, je pense que lui, il a parlé quand même d'une commission, on devait quand même en parler. Ouais. C'est très important. Parce que là, cette commission devrait être... capital quant à établir les responsabilités, quant à établir les causes qui ont provoqué cet accident pour qu'on ne répète plus les mêmes incidents. Cette enquête devrait en fait établir les responsabilités, établir les causes, parce que il se peut aussi, on ne le dit pas assez, ça peut être aussi un acte terroriste, qui sait. Mais grâce à cette enquête, on peut établir tout cela. Mais le problème fondamental, c'est aussi souvent, quand ce genre d'enquêtes sont menées,
quand ce genre d'enquête est menée, on a l'impression que c'est fait sans transparence. Ben justement, André, je veux poser la question et ces de savoir... enquêtes-là n'ont pas souvent de crédibilité, justement parce qu'on s'est dit que non, ça, quelque part, on a tripoté et qu'on n'a pas... Non, mais déjà, si on constitue un panel ou un comité d'enquête, est-ce que dans le Congo actuel, tel que la sphère sociopolitique du Congo est organisée, est faite, est-ce que vous pensez qu'il y a des Congolais assez indépendants pour pouvoir mener une enquête de manière indépendante et incriminer qui doit être incriminé? Moi, je pense que nous avons déjà internationalisé ce qui se passe au Congo. Pour preuve, nous avons demandé aux Occidentaux de descendre à Brazzaville pour nous aider. Ouais. Mais acceptons la mise en place d'une commission d'enquête internationale, composée des parents des victimes, composée des dirigeants du régime du pouvoir de Brazzaville, composée des ONG de défense des droits de l'homme, comme l'OCDH ou FDH. Comme ça seulement qu'on va donner aux Congolais la vérité. La vérité est très importante. La vérité est très importante. Déjà, le monsieur arrive sans enquête, il vous dit, c'est pas un coup d'État. Rassurez-vous. Il y a un problème. Donc, il a déjà biaisé l'enquête. Un court-circuit, à moins d'en être l'auteur aussi, parce qu'il y a ça aussi, hein, moi je pense, à moins d'en être l'auteur, il pourrait en être, il est le ministre de la Défense, donc il connaît les armes, il sait de quoi il parle. Je ne sais pas, hein, je vais me dire, je vais essayer d'extrapoler. Pour moi, on ne peut pas venir me dire, non, t'inquiète pas, c'est un court-circuit, si tu ne sais pas que c'est un court-circuit. Alors ça peut être un court-circuit parce que tu en es l'auteur. Je ne sais pas. Il faut qu'on réponde. Donc il peut dire qu'il s'agit d'un court-circuit parce qu'il en est l'auteur. Je ne suis pas un spécialiste d'armes de guerre. Je me pose mille et une questions. Est-ce que dans une poudrière, on a besoin d'un système électrique? Parce que ça chauffe. Je ne suis pas spécialiste. Bon, j'ai jamais vu un dépôt d'armes, donc je ne saurais pas dire. Il s'agit des armes. Alors, et vous êtes sûr qu'il faut vraiment installer un système électrique? Mais il y a des armes sophistiquées. Mais oui, mais justement, quand c'est comme ça, alors, on met ça à l'abri, là où ça ne chauffe pas. Non, je pense qu'il y a problème. D'accord. On a besoin de cette commission pour connaître la vérité. Parce qu'il y a eu trop de morts. On ne peut pas l'accepter. Nous faisons partie de ce pays et nous avons le droit de connaître la vérité. On fait partie de cette souveraineté nationale. Voilà pourquoi la sœur Abia a organisé ce débat. Pas le même jour que l'événement, mais après l'enterrement de nos martyrs. Parce que nous sommes des Bantous. Parce que chez nous, les Bantous, les vivants se réconcilient autour du mort. Même quand vous devez quelqu'un, mais quand la personne est déplorée, vous n'emmerdez pas. Vous attendez l'enterrement. Donc nous avons le droit de connaître ce qui s'est passé réellement au Congo-Brazzaville. Parce que nous sommes les enfants du Congo. Voilà ce que je pense, chers amis. Et quelqu'un voudrait rebondir avant qu'on passe à la deuxième question? Je crois que nombreuses familles veulent vraiment connaître la vérité. Quand on est éprouvé, quand on a perdu des êtres proches, on a toujours besoin de connaître qu'est-ce qui a tué mon frère, qu'est-ce qui a tué ma mère. On pourra faire le deuil qu'après cela. Sans cela, on ne fera jamais le deuil. C'est très important. C'est de familles nombreuses, je pense qu'elles ne veulent que ça. D'accord. Et Didier, peut-être que tu as quelque chose à ajouter là-dessus sur... Oh, j'épouse la thèse que les autres frères ont développée, hein, que la thèse du court-circuit ne tient pas. Parce que là où on garde les armes, qu'est-ce que l'électricité a à voir
Ben, il peut y avoir une électricité, mais elle doit être contrôlée. Je pense que en tant que ils sont tous des généraux, donc un général, c'est quelqu'un qui a fait des guerres. C'est supposé être quelqu'un qui a fait des guerres, qui a combattu, qui est allé en Afghanistan. Donc les généraux congolais sont censés avoir été en Afghanistan, en Irak, et donc ils savent ce que c'est que les grandes armes. Et donc quand ils rentrent chez eux en tant que généraux, ils savent maîtriser ces choses-là. Le comble. Non, enfin, ils ont fait des guerres quelque part, non? Non, pas forcément. On ne peut pas être général sans avoir fait une guerre quelque part. Ah ouais? Ah, bon, enfin, je sais pas. Le comble pour le ministre de la Défense, c'est un peu comme Paulin l'a dit, c'est qu'il a dit des choses sans réfléchir. Il vient, il dit des choses, et même si c'était vrai, du moment où il a dit sans réfléchir des choses, c'est biaisé déjà dès le départ. C'est que la thèse du court-circuit, même si c'était vrai, on ne va plus tellement lui faire confiance, puisqu'il a déjà dit qu'il n'y a pas dit de mort, mais il y a eu de morts. Et il dit il a dit qu'il y a quand même qu'il y a eu quelques blessés. Deux blessés. Mais il a dit qu'il n'y a pas eu de mort. Mais il y a eu de morts. Alors, quand il les dit sans réfléchir, donc c'est que déjà, il abîme déjà la thèse qui pouvait être vraie. Alors, là, il faut aussi qu'on se les dise. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse du court-circuit, mais je ne pense pas qu'il faut carrément l'écarter. Mais il y a aussi l'hypothèse de la négligence, et l'hypothèse aussi d'une main noire. Oui, d'une main noire. Acte terroriste. Il peut y avoir aussi une vraie mutinerie, mais peut-être qu'on ne connaît pas encore. Il y a plusieurs hypothèses et malheureusement pour le ministre, il avait déjà avancé une des hypothèses qui pouvait être vraie sans trop réfléchir, sans éléments d'enquête. Il est dit, et bien voilà, là où ça nous amène. Donc, je pense que... Mais ce qui est vrai, c'est que pour toutes les familles qui sont éprouvées, je pense que pour elles, la vérité devrait contribuer à... C'est un devoir. D'accord, ok. Et Cédric, est-ce qu'il a quelque chose pour conclure sur cette question? C'est Cédric qui va conclure sur cette question. Avant que je ne passe à la deuxième question. Ok. Ben, franchement, moi je vais être franc. Moi, j'ai pas... Quand il y a eu cette catastrophe, je n'ai pas... Moi, il y a un truc que j'ai appris à faire. Je ne me suis pas trop... J'ai même pas vu cette interview pour être franc. J'ai vu que les gens l'avaient postée sur Internet, mais j'ai choisi de ne pas la regarder. Parce que je suis un homme du peuple. Je suis un enfant du Congo. Et moi, en fait, si vous voulez, moi, ma priorité actuelle et pour les années à venir, c'est plus la population. Je peux comprendre parce qu'il y a un ami qui a essayé de m'expliquer il y a 2 jours ce que le ministre a dit. Et comme mon frère le dit, oui, il faut le dire, il a perdu sa crédibilité par rapport à ce qu'il a dit. Mais je ne suis... Avait-il la crédibilité au départ? Bon, ça, je ne sais pas. Bon, il n'avait pas de crédibilité. Enfin, si on n'a pas de crédibilité, on ne peut rien perdre. Non. Donc, il n'a pas perdu puisqu'il n'en avait pas. Je ne suis pas bien placé. Le peu qu'il avait... Il l'a perdu. Voilà. Moi, je ne suis pas bien placé. Enfin, moi, je ne pense pas qu'il est... Moi, je voudrais un peu, si tu me permets... On va passer à une autre question, rapidement. Donc, lui, il va... Mais moi, je voudrais quand même qu'on en parle parce qu'il doit avoir de la matière. Sinon, il n'y a pas de débat dans ces conditions. Vous voyez, n'oublions pas que ce pouvoir est arrivé là par les armes. Mais bon, on va pas juger comment le pouvoir est arrivé par les armes. On parle de l'explosion. On va pas repartir. Non, je sais que c'est... Ça, ce n'est qu'une conséquence. Je sais, mais bon, on va pas partir de là. On cherche pas comment le pouvoir est arrivé là. Tout le monde le sait. Nous, aujourd'hui, on va traiter... Nous parlons d'un ministre. Ouais. Nous parlons d'un ministre à condition qu'on ne connaît pas les phénomènes, les situations politiques qui se passent au niveau national. Mais le Congo n'est pas un pays démocratique, vous le savez. À condition qu'on me dise le contraire ici. Mais le monsieur qui est ministre, mais on lui lègue une partie du pouvoir de M. Sassou. M. Sassou gère tous les pouvoirs. Il est lui-même président du Parlement, il est président de l'exécutif, il est président du judiciaire. Donc il a légué, c'est lui qui forme son gouvernement.
Donc il a donné le pouvoir à un cousin, à un parent à lui. Vous le savez, celui qui est là au bas. Bon, qu'il soit parent ou pas, mais voilà, donc, il faut que moi je lui reproche pas d'être cousin. Il faut bien qu'il soit cousin de quelqu'un. Hein. Il n'est pas responsable. Oui, non, moi c'est surtout là. C'est-à-dire, voilà. Donc Cédric était en train de terminer, donc il va terminer sur. Oui, donc, comme je disais, j'ai pas vu l'interview, parce que c'était assez choquant quand même, que bon, les gens ils en parlaient, j'ai vu comment les gens ils ont publié. Mais bon, par rapport à ce que j'écoute ici, je dirais que, bon, c'est clair que, on peut dire qu'il a perdu sa crédibilité, mais en même temps, on peut essayer de dire aussi que, oui, il a voulu protéger le pouvoir. Moi, je dirais qu'il a voulu peut-être protéger, on va dire la population aussi, quelque part, parce que ça a été pour éviter de créer une certaine panique, c'était pour éviter de créer certaines choses, parce que, si vous dites qu'il a parlé 10 minutes après que la première explosion, quelque chose comme ça. Quelque chose de ce genre, ouais. 10 minutes après la première explosion, il n'y avait pas encore beaucoup de dégâts. Les dégâts non, mais la première explosion, ce n'est pas une explosion taf. C'est une suite des explosions d'un dépôt. En 10 minutes. Oh, mais quand déjà M. Sassou Nguesso a dit, est venu dire à la télévision qu'il s'agissait des obus de chars. Donc les obus de chars, ça pète pas. S'il y a plein d'obus de chars qui sont exposés, superposés les uns sur les autres, quand il y en a un qui pète, je pense que c'est un effet domino, ça entraîne les autres. Donc quand il y a eu une explosion, je présume et je suppose qu'il y a eu une suite d'explosions. Ok. Ben, ok. Quand vous dites comme si c'est une suite d'explosions, bon, moi je vais dire, c'est clair que c'est peut-être pas un bon, comment dire, move. Une bonne méthode. Une bonne initiative. Ouais. Une bonne initiative. Mais bon, oui, c'est clair que le ministre de la Défense, qui qu'il soit, en prenant cette initiative, oui, a dû perdre sa crédibilité. Et puis c'est vrai, Sœur Abia, on parle du ministre, mais il est venu parler au nom du gouvernement. Donc au nom du président de la République. On ne doit pas seulement s'appesantir sur un individu. Il s'agit du gouvernement. Donc c'était l'action gouvernementale. Il voulait peut-être bien faire pour dire à son chef qu'il travaille très bien aussi. Malheureusement, il s'est mal pris. D'accord, ok. Alors, donc... le ministre a été très maladroit. Il pouvait avoir... évidemment, c'était de son devoir de rassurer la population, mais la manière dont il l'a fait a fini par décrédibiliser le gouvernement lui-même. D'accord. Et donc là, je vais passer à une question intermédiaire qui est, donc on a eu des explosions, il a dit qu'il y a eu, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, et au final, on se retrouve avec 200 morts. Alors, si on nous dit que le quartier Mpila a été rasé, je sais, parce que j'ai parlé avec des personnes qui habitent à Wenzé, j'ai de la famille qui habite à Wenzé. Donc à Wenzé, il y a eu beaucoup de dégâts, d'énormes dégâts. À Talangaï, il y a beaucoup de dégâts, d'énormes dégâts. Quand on sait, alors je vais essayer de faire un petit calcul mathématique. Je sais qu'au Congo, dans une parcelle, on peut trouver 10 personnes. Dans une parcelle, on peut trouver 10 personnes. Parenté ou pas parenté, peut-être des locataires ou des colocataires, mais dans une parcelle, on peut trouver 10 personnes. Père, mère et enfants. Donc si nous détruisons une parcelle, ça nous donne 10 morts. Par exemple, s'ils étaient tous là, ça nous donne 10 morts. Si nous détruisons 10 parcelles, ça nous donne 100 morts. Et si nous détruisons un quartier où il y a 150 parcelles ou 200 parcelles, nous sommes toujours à 200 morts. Est-ce que vous pensez que le chiffre de 200 morts est réel? Ils ont fait dimanche, donc hier c'est dimanche, oui, on a eu droit aux obsèques nationales pour les victimes. Donc, est-ce que c'est toutes les victimes qui ont eu droit à ces obsèques-là, ou bien il y en a d'autres qui vont pourrir sous les décombres, et on n'en parlera pas parce que ceux-là, ils vont être anonymes, ceux-là, ils vont être oubliés, ceux-là, on va pas les compter comme étant des victimes. Est-ce que les seules victimes, c'est les 200 morts? Vous pensez qu'il y a eu 200 morts? Non, je ne crois pas que les 200 morts qu'on a annoncés réellement constituent le vrai chiffre, dans la mesure où est-ce que ils ont commencé déjà à déblayer le camp. Pas encore, personne n'y est rentré jusqu'à maintenant. Parce qu'ils ont peur de l'effet domino. De quoi? Y aurait-il d'autres armes susceptibles d'exploser? Je crois que les 200 morts, c'est les 200 morts, les 200 cadavres qu'on a déjà amenés à la morgue. Or,
comme tu l'as dit, sur les décombres. On n'a pas encore déblayé. Et puis, dans l'enceinte du camp, on ne connaît pas combien de militaires étaient à l'intérieur. C'est pour ça que je dis que non, le chiffre de 200 morts n'est pas le vrai nombre. Parce qu'on parle des morts et des blessés, mais on ne parle pas des disparus. On n'entend pas. Hein. En général, quand il y a des catastrophes comme ça, on dit tant de morts, tant de blessés, tant de disparus. Mais nous, il n'y a pas de disparus, il n'y a que des morts et des blessés. Donc, est-ce que... Une fois de plus, ce chiffre de 200 morts, c'est juste pour minimiser. Juste pour minimiser. Le chiffre de 200 morts ne peut pas être vrai. Parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore déblayé à l'intérieur du camp. Tout le monde a peur. Pour le moment, tout le monde a peur. Oui, mais officiellement, il parle de 223 morts. D'accord. Officiellement. D'accord. De 323 morts. Et les blessés, on parle de 2500 blessés. Et les gens sans abri, on parle de 14 000 Congolais qui sont sur les sites à travers Brazzaville. D'accord. C'est cela. Mais moi, je pense que dans le même sens que le frère, il y a beaucoup de morts. Voilà pourquoi nous parlons de cette compétition, qu'on ne le veuille ou pas. Il s'agit quand même des armes lourdes. D'accord. Et donc, je vais revenir sur cette question. Alors, des armes lourdes. Un président qui a été élu à 95%, c'est ça? Il a été élu à 80, combien de pourcents? Maintenant, même 99,99%. Bon, enfin, il a été élu par son peuple qui l'aime. Pourquoi il aurait des armes lourdes derrière les cuisines et les toilettes des mêmes personnes qui l'ont élu? Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, tu comprendras que finalement, le Congo n'est pas un pouvoir démocratique. Ah ben non, mais vous l'avez élu. Vous avez élu un président à 95%. Mais tu sais bien que moi, je suis un opposant. Donc, je ne l'ai pas élu. Excusez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Bon, j'aimerais bien savoir, parce qu'on est en train de parler de... J'aimerais bien qu'on reste dans le débat. Oui, mais on est dans le débat. Enfin, moi, c'est le stock d'armes derrière les gens, derrière les habitations. Je pose la question, pourquoi? Que faisaient ces stocks d'armes derrière les habitations des gens? Est-ce qu'on n'avait pas d'autres sites? Parce que le président, M. Sassou Nguesso, est venu dire à la télévision que depuis 2 ans, donc ça veut dire que c'était prévisible en fait. Ils y ont pensé quand même. Depuis 2 ans ou plus, ils ont pensé... Ils ont identifié le site. Non, ils ont d'abord pensé que... Non, ils ont identifié ce qu'il a dit. Non, ils ont pensé que ça pouvait poser problème là. Et donc, ils ont des finances. Les finances existent. Les sites sont identifiés. Depuis 2 ans, ils devaient les déplacer. Mais ils ne les ont jamais déplacés. Donc, que faisaient encore ces armes à cet endroit-là? Lui-même, tu l'as suivi? Tu ne l'as pas suivi? Si, ça j'ai vu. Bon, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Comme on dit ça, c'est des... On va dire c'est des erreurs assez grave de garder les armes autour de la population. Pas n'importe quelles armes, hein, des munitions, voilà. assez des obus de char. Oui, autour de la population. C'est des erreurs assez graves. Mais bon, moi je pense personnellement qu'on n'est pas trop bien placé, nous ici, pour savoir la raison pour laquelle. Bon, moi personnellement, je ne suis pas bien placé pour savoir la raison pour laquelle ces armes étaient gardées en Pila. Peut-être que vous allez m'éduquer dessus, mais ça, je ne sais pas. Mais on va y revenir tout à l'heure. On va se prendre une pause. On va prendre une pause et puis on va y revenir tout à l'heure. Il n'y a pas de problème.
Voilà, donc je reviens vers toi, Cédric. Donc la question était de savoir que pourrait bien faire des lourdes, voilà, autour de la population, autour des habitations, Vous savez, dans un pays dit en paix, démocratique et dit en paix. Ok, déjà il faut que je dise une chose. Je ne suis pas super fort en armement. Je ne sais pas trop comment ça se passe. J'ai essayé de discuter avec certaines personnes qui m'ont dit que c'était pas safe de garder des armes lourdes autour de la population. Je ne savais même pas qu'il y avait des armes lourdes déjà dans le Pilat, parce que je ne suis pas trop dans ce côté. Mais bon, comme le président a reconnu que c'était quelque chose qu'ils envisageaient déjà de faire, mais qui n'avait pas été fait, malheureusement. Donc encore, on peut dire que bon, moi je veux dire que ce qui s'est passé, c'est très très dramatique pour le peuple congolais. D'avoir déjà des armes comme ça, des armes qui explosent, qui prennent feu. Une enquête, je suis d'accord avec l'enquête de la communauté internationale qui peut être ouverte pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais personnellement, je dirais que j'appellerais ça une faute technique, une faute grave. C'est une faute assez grave. Alors, une faute technique ou une faute grave? Parce que voilà, une faute. On reviendra sur les responsabilités. On reviendra sur les responsabilités. On essaiera de voir. Mais une faute technique ou grave là-dedans, parce que on a quand même. Une faute technique est une faute grave, parce qu'une faute technique peut causer tout un. D'accord. Peut causer ce que ça cause. D'accord. Parce qu'un court-circuit, c'est un truc technique. D'accord. C'est technique. Et si jamais un court-circuit a causé ça, toutes sortes de fautes techniques, quand une faute est technique, elle est grave, elle peut causer beaucoup de dégâts. Donc personnellement, moi, ce que je peux dire, c'est que par rapport au fait de garder des armes dans la ville, oui, c'est clair que c'est pas quelque chose de propre. Et voilà, on a vu les conséquences, ce qui s'est passé, on a perdu plein de frères. D'accord. Et quelqu'un d'autre voudrait rebondir sur la question? Oui, de mon humble avis, garder les armes dans des quartiers populaires, il y a beaucoup plus de soucis de conservation du pouvoir. Mais pourquoi chercher à conserver un pouvoir qu'on a gagné à 95%? Non, mais ça montre que le pouvoir n'a pas été gagné à plus de 95%. Les armes dans des quartiers populaires sont beaucoup plus proches. En cas de tentative de coup d'État, on sait là où courir, les prendre. Ça, c'est mon point de vue. Et pourquoi voudriez-vous faire un coup d'État quand vous avez élu quelqu'un? Vous-même, vous êtes allé dans les urnes poser le nom de la personne. Vous avez choisi M. Sassou Nguesso comme étant votre président. Et moi, ce que je trouve un peu... je ne comprends pas, c'est le fait qu'il ait été élu... Il a été élu par la population congolaise et ou contre cette même population congolaise qu'il a élu à 95% ou plus de 95%, il leur est offert en cadeau des armes lourdes, en fait, comme il dit lui-même, je reprends ses mots, des obus de char derrière les cuisines. Si c'est pour contrôler la population civile, je parle d'une manière générale, et j'utilise les bons sens pour comprendre ce qui pouvait s'être passé. Si c'est pour contrôler la population civile, on a besoin des armes légères. D'accord, mais alors là, on avait des beaux... Je n'invente rien, M. Sassou Nguesso a dit les obus de char. En sachant que le Congo n'a pas d'ennemis sur les frontières, aux frontières. Hein. Pour les armes lourdes, si c'était des armes légères, c'est peut-être pour contrôler la population civile. Mais si ce sont des armes lourdes, c'est souvent par rapport à une armée classique. D'accord. Donc, peu importe l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis du président Sassou, pour les armes lourdes, c'est souvent par rapport à une armée classique. Et ça ne devrait pas se justifier que les armes lourdes soient gardées dans un milieu populaire. D'accord. Alors, le problème, c'est que nous avons, souvent en Afrique, c'est que par moment, nous ne révisons pas nos dispositifs militaires. Parfois, on ne se pose pas des questions importantes. Pourquoi avoir des armes lourdes dans un milieu populaire? Pourquoi ne pas les avoir dans un milieu où on peut bien les sécuriser? Non, mais moi, je pense, en fait, j'essaie d'analyser un truc tout bête. Je me dis, si ces armes avaient pour but de mater la population, elles ont bien maté la population. Bon, moi, je voudrais quand même recadrer le débat, s'il vous plaît. Ouais. Parce qu'on ne peut pas répondre à cette question si on ne sait pas comment est-ce que
celui qui est au pouvoir est arrivé là où il est. C'est ça d'abord. C'est un pouvoir issu des armes. N'oubliez pas qu'il arrive au pouvoir le 15 octobre 1997, suite à un coup d'État. Ça veut dire, coup d'État veut dire quoi? Vous prenez le pouvoir par la force. Donc c'est l'arme et munitions qui garantit le pouvoir. D'accord, donc en fait ça c'était la raison pour laquelle, d'après toi, ce serait la raison pour laquelle on avait des armes dans les cuisines, enfin derrière les cuisines. Je n'ai pas fini. Donc lui, il est conscient qu'il n'a pas gagné le pouvoir de façon démocratique. Voilà pourquoi il a des sbires à travers le pays. Mais y aurait-il pas une autre manière de gagner la confiance du peuple? Mais il ne peut pas gagner la confiance parce qu'il n'y a jamais eu... Vous savez, lorsqu'on gagne un pouvoir par les armes, mais il faut se battre pour une véritable réconciliation. Mais il aurait pu le faire, non? Mais c'est ce que j'ai dit. Il a tripatouillé. Au lieu d'aller vers une réconciliation véritable, il s'est occupé, il est allé vers ce qu'on appelle la rétribution. Parce que moi, j'ai gagné le pouvoir par les armes, j'ai les fonds, je viens vous voir, je vous donne un peu d'argent, vous rentrez, j'appelle ça la paix. Donc, il a dégarni, attention, ce que je vous dis, c'est la vérité dans la vérité. Il a dégarni les casernes qui sont au sud de Brazzaville. Donc, à Bifouiti, il y a une gendarmerie là-bas, un camp de gendarmes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La ZAB, à Bakongo. Il a dégarni, il a amené là-bas. Parce que pour lui, ce quartier-là, ce sont ses parents qui sont là-bas. Donc les gardes sont, les hommes sont en sécurité. C'est une erreur que de dire ça, parce que je pense qu'à Wenze, Talangaï, il n'y a pas que des gens du Nord qui vivent là, c'est des Congolais de tout bord. Mais c'est comme ça qu'il gère son pouvoir. C'est comme ça qu'il gère son pouvoir. Et quand on lui parle de paix, d'unité nationale, ce n'est pas son problème. Pour lui, c'est le gongo. Donc il a pris le peuple en otage. Attention, le pays est mis en coupe réglée. Ils se partagent les départements et ils s'enrichissent. Mais ma soeur, tu as vu comment est-ce que nos sinistrés sont en train de vivre? Ils sont en train de pleurer. Il n'y a pas de pansement. Il n'y a pas de sparadrap. Il n'y a pas de bétadine. Mais quand même, soyons-en sérieux, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'il faut que le président se comprenne. C'est très grave ce qui vient de se passer. Ne dites pas que c'est une erreur technique. Quand il y a des vies humaines comme ça qui sont sacrifiées, attention, c'est très grave. C'est très grave parce que déjà, il y aurait eu des précautions qui devaient être prises. Parce que, comme le gouvernement déjà l'a reconnu, ces armes-là, par le fait même qu'elles sont dangereuses, devaient déjà être déplacées. On ne l'a pas fait. Voilà. Donc c'est une précaution. Il y avait les moyens. Voilà. Les moyens déjà avaient 10, ils l'ont reconnu. Oui. Ils l'ont reconnu déjà. Parce que quand on a des armes, on doit aussi savoir comment les gérer. Et même s'il pouvait y avoir erreur technique, parce que ça peut arriver, même dans des pays très organisés, ça arrive qu'il y ait un incident pareil, mais on doit prévoir que s'il y a un incident pareil, est-ce que la population va être touchée de la manière, par exemple, dont la population de Brazzaville a été touchée. Donc, déjà, il y a eu manquement grave. Et ça, il faut le reconnaître. Et je crois implicitement, le gouvernement congolais de Brazzaville l'a reconnu. D'accord. Donc, juridiquement, est-ce que le gouvernement congolais peut, tenant en compte la structure juridique du Congo actuel, est-ce que le gouvernement congolais peut être tenu responsable de cet acte-là et puis, dûment, être condamné? Absolument, puisque un gouvernement devrait déjà être responsable. Tout acte pareil, tout incident pareil, un gouvernement est responsable. On doit d'abord se poser des questions par rapport à comment cela est arrivé. Puisque le gouvernement lui-même reconnaît que de nouveaux sites devaient être créés pour qu'on déplace ces dépôts,
et que cela a été déjà fait ou avait été déjà pensé il y a de cela 2 ans. Donc ils ont eu 2 ans, c'est amplement suffisant, surtout quand de vies humaines sont en danger. On dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Alors ils ont avoué leur non, faute. non, ça n'enlève pas la responsabilité S'il n'y a du pas gouvernement. eu une arrière-pensée, vous êtes sûr, vous avez identifié le site, vous avez les fonds. Donc tout est organisé. Il y a même des équipes qui ont été conçues pour cela. Et vous ne faites rien. Après 2 ans, il y a eu une telle catastrophe que vous dites, c'est une erreur. Non, c'est très grave. Non, c'est pas une erreur. Je n'ai pas dit que c'était une erreur. C'est pas toi, mon frère. Ouais. C'est très, très grave. Ouais. Mais, pour moi, il est clair. M. Sassou devait déposer. Il devait démissionner. Mais dans la mesure où... Non mais dans la mesure... Alors aujourd'hui, moi je parle pas de démissionner ou de déposer ou je sais pas quoi. Ça c'est moi. D'accord, ok. Sinon ce n'est plus un débat. Ouais, ok, pardon alors. Mais dans ce cas, moi je me dis aujourd'hui, Pour moi, il doit vu être qu'ils savaient ce qui devait se passer, ils avaient prévu, puisqu'il a dit, c'est comme si nous le savions. D'après ces mots, hein. C'est comme si nous le savions. Donc en fait, il le savait. Il reconnaît sa responsabilité et c'est une façon pour dire... Les Congolais, pardon, nous avons commis une erreur, pardonnez-nous. Est-ce que vous ne pensez pas que les Congolais, ils tendent trop la joue gauche? J'aurais aussi appris que le gouvernement cherche à trouver des moyens et à créer un système qui ferait que certaines personnes soient dédommagées. De combien? De 5 millions? 5 mais millions, ça fait 5 000 livres. 5 000 livres. Alors, compte tenu de tout ce qui s'est passé, aussi. Je pense que c'est une insulte au peuple congolais. On ne peut pas leur dire 5 millions par personne par rapport à ça. Imaginez ici, une catastrophe comme celle-là, vous avez un truc comme ça, vous avez quelque chose de ce genre qui vous arrive, et puis le gouvernement britannique vous dit on vous dédommage 5 000 livres par famille sinistrée, on vous insulte, on vous tue, non, on vous tue d'abord, et on vous humilie en plus, et on vous insulte, parce que 5 millions, c'est quoi? Les pauvres Congolais, puisqu'ils ne connaissent pas là, ils connaissent pas, il y en a beaucoup qui n'ont jamais eu des millions. Quand ils vont entendre 5 millions, ils vont calculer 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Ouh, je suis riche. Mais 5 millions, ça ne veut rien dire, ça ne fait même pas la parcelle. Je ne pense pas que la population penserait de cette manière-là, parce que je venais de suivre une dame, et ses paroles m'ont touché. Ça m'a beaucoup ému. Parce qu'elle disait qu'elle avait perdu sa maison et qu'elle déplorait le fait que quand elle était dans sa maison, un obus est tombé et ça a tout foutu en l'air. Ouais. Et qu'à cause de cela, elle était obligée d'aller vivre avec son frère et que malgré l'amour que son frère éprouverait pour elle, ça pourrait créer aussi des tensions puisqu'ils n'ont jamais vécu ensemble et elle amène toute une famille avec elle et tout ça. Alors elle a dit ceci à la fin. Elle a dit, la vie n'a pas de prix. Il faut que les autorités protègent la population. Ce qui est juste. Alors, quand on est affecté de cette manière-là, le dédommagement matériel, ça ne compte pas face à ce qu'on a dû endurer. Et je crois que... Est-ce que les autorités ne profitent pas justement? Ce que Paulin a dit serait beaucoup plus important parce qu'il faut qu'on connaisse la vérité. Ouais. Cette vérité-là est importante. Ouais. Et je crois que pour beaucoup de gens, est-ce que ces gens-là choisiraient avoir 5 millions ou qu'il n'y ait pas de morts? Je crois que ces gens-là facilement diraient qu'il n'y ait pas de morts. On s'en fout de ces 5 millions-là. Oui, mais Didier? Il y a déjà mort. Mort, il y a déjà. On ne va pas les réveiller. Et puis, le taux que Marie-Louise faisait, 5 millions de francs CFA, 5 000 livres, bon, moi je trouve que... Ça ne fait même pas 5 000 livres, en fait, ça fait 4 000. 4 000 livres. Alors, 4 000 livres pour un sinistre comme celui-ci, où on sait qu'il va y avoir des responsables, s'il y a enquête réellement, il y aura des responsables. 5 millions, ça fait 5 000 et quelques pounds. C'est ça? Enfin, peu importe. Peu importe. Moi, je pense, bon. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, moi, bien sûr. Pense que, bon, ça encore, c'est quelque chose que je n'ai pas regardé, le truc de 5 millions. C'est le président lui-même qui a dit ça? Oui, il a promis indemniser toutes les familles sinistrées à hauteur de 5 millions de francs CFA. Par personne, par mort. Par famille sinistrée.
Famille Par famille sinistrée. Ouais. Moi, je pense que s'il faut chercher à indemniser ces familles, moi, je pense qu'il faut plutôt... Bon, il y a des gens qui avaient des maisons qui valaient 10 fois plus que ça. Exactement. Donc, moi, je pense que pour indemniser ces Mais familles... il y a un dédommagement moral, et un dédommagement matériel, et un dédommagement de toutes sortes. Et puis, je sais que les morts ne reviendront pas, mais assez de prendre les Congolais pour des imbéciles, quand même. Regarde, moi, je pense que pour ce qui me concerne, c'est vrai qu'on parle des montants comme ça, c'est pas ça. Le plus important, c'est là où j'allais venir. Il faut d'abord s'occuper des sinistrés. D'accord. Mais suivez les médias internationaux. Mais eux-mêmes, ils parlent. Ils n'ont rien. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien. Pourquoi d'abord parler de 5 millions? Alors, il faut d'abord les nourrir. Mais comment... Alors, ce que je comprends pas, Il faut c'est... d'abord les traiter, les soigner. Mais ce que je ne comprends pas aussi, donc on va revenir sur les responsabilités toujours, ce que je ne comprends pas, c'est que on est censé avoir l'un des présidents les plus riches au monde, hein. Le Congo est censé avoir l'un des présidents les plus riches au monde qui aurait 112 comptes dans les banques. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la presse française, internationale qui le dit. Le monsieur aurait 112 comptes avec de l'argent dedans. Mais alors, il a 200 morts, puisqu'il y a 200 morts et quelques 1500 blessés. Il appelle la communauté internationale au secours, venez. Avec son argent, il ne peut pas gérer 200 morts. Est-ce que je peux te répondre? Oui. Tu sais, ce que tu viens de dire là... Enfin, moi je prends au conditionnel, hein, je ne les ai pas vus les comptes. Voilà. Moi je pense que c'est pas trop propre pour le débat. Mais bon, je m'explique. Quand on dit que le président a 150 000 comptes, ou 200 000 comptes, ou 150 comptes, je ne sais pas combien de comptes il a, c'est pas... Moi je pense que c'est pas propre. Que de le dire ou bien que de... Non, que les médias. Tu vois, mais c'est pas moi, c'est les médias qui l'ont dit. Moi, je reprends ce qui a été dit. Ça, c'est vieux. Ça n'a rien à voir avec la tragédie. Donc, ce qui n'est pas propre, c'est d'avoir 112 comptes ou qu'on les dise? Non, que les médias se mettent à parler de ça comme ça. Moi, je trouve ça donc, c'est propre de l'avoir? Non, d'accord. C'est pas ce que j'ai dit. Les deux ne sont pas propres. D'accord. Et c'est pas vérifié. Hein? Si, c'est vérifié. Ok, c'est vérifié. Oui. C'est même les médias qui disent que ce soit à 200 et quelques comptes, les médias françaises particulièrement, c'est les mêmes personnes qui vont voler le pétrole et les richesses congolaises. Non, ils volent rien du tout. Oh. Non, on ne revient pas là-dessus, ils volent rien du tout. Revenons sur nos trucs. Moi, je parle de l'aide en fait. Okay. Nous avons 200 morts avec 1500 blessés et nous avons les moyens de gérer ça. Moi, je ne comprends pas comment, chez moi, mon enfant se blesse, je ne peux pas avoir de l'alcool, je vais appeler le voisin alors que j'ai un compte en banque où il y a 1000 livres, par exemple. Ouais. Moi, la question est... Ouais. Par rapport à la question, effectivement, ce n'est pas du tout normal que dans un pays... S'il y avait 10 000, 20 000, 30 000 morts, je comprendrais, mais 200 morts... 4 millions d'habitants, même les 4 millions d'habitants, là, c'est discutable, hein, avec les guerres qu'on a connues, et qui produit 500 000 barils de pétrole par jour. Le baril qui coûte $100, donc il y a quand même l'argent qui rentre. Et que dans les hôpitaux, il n'y a rien, ce n'est pas normal. Ça montre la nature du régime qui est à la tête du Congo. D'accord. Est-ce que ce n'est pas honteux de celui qui se dit « je suis président d'une république » et que de se trouver aussi dénudé à la face du monde qu'on montre... Enfin, moi, Vous savez, nous avons l'habitude de dire que le pays, le Congo, est devenu une république bananière. Il n'y a ni loi, il n'y a absolument rien. Ce n'est pas une république démocratique. Parce que celui qui est au pouvoir s'est accaparé de tout. Nous sommes quand même les Congolais. D'accord. On sait ce que nous avons comme richesse. D'accord. Et vous êtes conscient, le Congo ne vit que de cueillette. On ne produit rien. Mais Dieu nous a donné tout ce que nous avons comme matière première. Le coût du pétrole, vous savez combien coûte le baril aujourd'hui. Mais avant, il était arrivé à combien? À $150. Mais cet argent est parti. Comment est-ce qu'on n'est pas capable de gérer 200 morts et 1500 blessés. Une petite crise comme ça, ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas la capacité, parce que gouverner, c'est prévoir. S'il a les moyens, mais qu'il mette les moyens, il faut qu'on mette ces Congolais à l'aise. Il faut qu'on apporte notre contribution au niveau national. Si aujourd'hui ça nous fait mal, c'est parce que nous sommes des Congolais, nous sommes concernés. Sinon,
on resterait chez nous. C'est parce qu'on aime ce pays, on aime ce peuple. Mais les gens qui sont à la tête de ce pays ne font pas leur travail proprement. Mais est-ce qu'on a... Il est dit qu'on a les dirigeants, un peuple a les dirigeants qu'il mérite. Est-ce que les dirigeants que nous avons ne nous ressembleraient-ils pas? Est-ce que nous ne sommes pas à l'image... Je ne pense pas. Nous ne sommes pas... Ne serions-nous pas à l'image de nos dirigeants, bien nos dirigeants à notre image? Si on ne serait pas ici. Oui. Je voulais juste revenir sur ce qui s'était dit là. Je voudrais dire que c'est déplorable que, comme Paulin l'a souligné, qu'on n'ait pas de pansement, qu'on n'ait pas des médicaments. Pas d'alcool. Pas d'alcool. Et qu'on ne fasse que compter sur l'aide étrangère. Exact. En fait, on est devenus des mendiants. Le Congolais, c'est le mendiant, en fait. Le Congolais, c'est un mendiant. C'est son président enfin, c'est son gouvernement, pas le président tout ça, c'est son gouvernement qui dit aux Congolais, toi, tu es un mendiant. Si tu as une égratignure, tu demandes de l'aide à l'étranger. Ouais, mais seulement malgré les richesses, tu es un mendiant. Ouais, donc c'est bien dommage qu'on n'ait pas eu de médicaments dans le pays pour soigner tous ceux qui ont été blessés. Mais demander de l'aide étrangère n'est pas aussi mal que ça. Parce que de pays étrangers qui sont aussi organisés, peut-être beaucoup plus développés, demandent aussi de l'aide extérieure. Moi, je ne refute pas, je ne critique pas la demande de l'aide. Moi, par rapport à la gravité, enfin par rapport à la gravité de la situation, je vais dire la situation était maîtrisable par les Congolais. 200 morts et 1500 blessés. Le Congo, tel qu'il est, un pays riche comme ça, pouvait gérer 200 morts et 1500 blessés. Mais on ne peut pas humilier les Congolais jusqu'à l'ultime, à être toujours avec la main tendue. Elle dit ceci, on ne devait pas s'abandonner. Oui. Mais on ne sait pas. Moi, on ne devait pas s'abandonner. Attendez. Même l'Angleterre, qui est une grande puissance mondiale, demande l'aide étrangère. Les États-Unis, qui sont la première puissance du monde, je ne critique pas. Aujourd'hui, même le pays le plus endetté. Je ne dis pas, je ne dis pas qu'il ne fallait pas demander de l'aide. Moi, je dis par rapport par ses propres moyens. Qu'est-ce qu'on avait comme moyen, nous, chez nous? On devait mettre un comité de crise qui devait gérer la crise d'abord. On ne peut pas commencer, dès que j'ai une égratignure, je demande. C'est le médecin français que j'ai suivi sur les antennes de RFI qui dit c'est pas possible. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de bétadine, pas de pansement. Mais ça, c'est grave. C'est grave parce que même si... Mais c'est quoi cette affaire? Même si... il est fier d'être congolais. Même si on n'avait pas prévu cette crise, le crise arrive toujours. Les catastrophes arrivent toujours. Exactement. Et chaque pays doit prévoir qu'en cas de catastrophe, en cas de crise, nous devrions avoir un stock quelque part. Mais si nous avons suffisamment d'argent pour acheter les armes, en sachant ce que peuvent faire les armes, je pense que quand tu as tiré sur quelqu'un, la moindre des choses, c'est de le soigner. Donc, on devrait aussi avoir, quand on a commandé les obus de char, on a commandé les pansements qui vont avec. On a commandé les bétadines, on a commandé les mercurochromes, on a commandé les alcools. En cas de blessure par balle, peut-être qu'on n'a pas fait exprès aussi. Mais tout de même, avoir de l'aide étrangère n'est pas mauvaise en soi. Mais c'est ce qu'elle a dit. Non, on a établi ça. Oui. Mais il faut d'abord compter. On a établi ses propres moyens, d'accord. Et puis, je vais te raconter une anecdote. Vous savez, on a reçu des aides. Mais qui a envoyé le premier avion? C'est la fille du président Sassou, M. Sassou, Claudienne. C'est elle qui envoie un avion, plus je pense 6 tonnes comme ça, je pense. Avec des médecins français. Et quand elle envoie, elle dit que non, c'est elle fait don au peuple congolais. C'est ça, c'est ce que non seulement on devrait elle prend notre déplorer. Argent qu'elle a caché quelque part, et elle qui n'a jamais travaillé, elle est devenue milliardaire, elle a fait don, elle a eu l'argent où? Oui, c'est ce qu'on devrait déplorer. Mais ça, c'est non grave. seulement. Mais au Congo, ça marche comme ça. Oui. C'est ce qu'on devrait déplorer. Il n'y a pas que elle, il n'y a pas que elle. Le fils qui aussi a fait des dons. Je me pose la question de savoir si vraiment c'était son don. Parce que c'est ça ce qui arrive, non seulement au Congo Brazzaville, mais ça arrive aussi au Congo Kinshasa, où souvent, même quand il s'agit d'un don du gouvernement,
même quand il s'agit de quelque chose qui sortirait du trésor public, on souvent personnalise cela. On dit, soit c'est le président qui a, voilà, ou c'est la première dame, ou c'est un membre de famille du président. Donc, je me pose la question, je ne sais pas d'où provient cet argent, mais je me pose la question de savoir si c'était vraiment son argent à elle, ou c'était peut-être de l'argent qui venait du trésor public. Bah alors, si c'était son argent, moi je pense que les gens pourraient aussi avoir la liberté de se dire, vu que dès que c'est arrivé 1 ou 2 jours après, le gouvernement donc, qui représente M. Sassou Nguesso a lancé cet SOS. On a besoin d'aide, on demande de l'aide aux Congolais qui n'ont rien. Enfin, apportez vos médicaments. Déjà, ça, c'est criard parce que les Congolais, en général, ils achètent les médicaments auprès des moines bilongo. Hein. Enfin, les gens qui vendent des médicaments dans la rue. Les médicaments dont on ne connaît pas l'origine, les médicaments qui sont certainement périmés, qui sont très toxiques, puisque c'est exposé au soleil, c'est des produits chimiques exposés au soleil, qui sont conservés dans des conditions non chimiques, non médicales, non machin, sans contrôle. Quand ils ont mal à la tête, ils achètent les médicaments auprès de Moana Bilongo. Donc ces gens-là, ils n'ont même pas de quoi s'acheter un médicament, enfin ils n'ont même pas de quoi aller à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital il faut payer, ils n'ont pas de quoi se soigner, et c'est à eux qu'on demande d'apporter les médicaments pour soigner les blessés. Donc les médicaments qu'ils doivent apporter, serait-ce des médicaments que les Moana Bilongo leur ont vendus, c'est-à-dire les périmés, pour soigner les malades, pour soigner ceux qui sont malades, ou alors, je ne sais pas. Vous savez, apprenons à être sérieux, on aime quand même ce pays, c'est notre pays. Vous savez, lorsqu'on est quand même Congolais, on doit être fier. Je vais compléter ma question et puis on revient. Donc voilà, ça c'est la première. Donc on demande l'aide des Congolais, ce qui n'est pas mauvais, hein, mais il faut voir dans quelles conditions vivent les Congolais qui n'ont pas d'eau, qui ne peuvent pas manger, qui n'ont rien, et on leur dit, on a blessé vos gens, on a tué vos gens, enterrez-les maintenant. Venez donner l'argent pour qu'on soigne vos gens. Venez donner l'argent pour qu'on enterre vos morts. Mais on n'a rien demandé. Les Congolais n'ont pas demandé à ce qu'on tue leurs personnes. Les Congolais n'ont pas demandé à ce qu'on blesse leurs personnes. Bon, grâce à Dieu, deux Congolais réagissent. La première, c'est l'Embomba Claudia, qui réagit, qui dit « Moi, je suis congolaise, j'apporte mon aide. » Ça, c'est une très bonne chose. Le deuxième, ça devient une concurrence de famille. « Ah, moi aussi, j'apporte ceci. Il n'y a pas que toi, moi aussi, j'apporte. » Pour moi, enfin, je ne sais pas si on peut extrapoler, on peut analyser. On ne pourrait pas peut-être analyser ça et dire « Ces enfants-là ont donné une claque à leur père pour dire « Mais qu'est-ce que tu vas chercher à t'humilier, à demander de l'aide à l'extérieur alors que nous avons des moyens. Nous avons de l'argent. Regarde, moi, je peux affréter l'avion, toi, tu peux en affréter 10. » Est-ce que ça ne pourrait pas être vu comme ça? Est-ce que je peux répondre à... Oui, bien sûr. Là, par exemple, tu te bases sur les dons de Kiki et de... Mais c'est ce qu'on a vu à la télé. Hein. Bon, peut-être la télé congolaise aussi, c'est peut-être basé que sur... Non, mais ils n'ont montré que ça, donc ça, c'est ce... Oui, mais il n'y a pas que ça. Moi, non, mais on a montré que ça. Moi, je n'ai pas vu d'autres personnes qui aient vu... Ça, de la propagande. Ça, vous n'allez... Ça, non. Ouais. Peut-être aussi... C'est ça la propagande. Oui. Puisque tu te dis, il y a d'autres dons, ils n'ont pas montré. Pourquoi ils montrent seulement les enfants? Moi, je parle de ce que j'ai vu. C'est ça la propagande. Ok, d'accord. Ils montrent les enfants de Sassou. Vous allez encore peut-être dire que... C'est notre argent. Oui, non. Ils n'ont jamais travaillé. Non, oui, ils ont eu ça où? Moi, mon problème, c'est pas ça. Et voilà, ils n'ont jamais travaillé, ils ont eu ça où? C'est notre argent. Non. Je ne suis pas assez. Moi, je suis plus vieux qu'eux. D'accord. Donc, ils peuvent avoir les milliards. Est-ce que je peux finir? Oui, vas-y. Oui, oh, non, mais laisse-le parler, voilà. Ok, mon problème, c'est pas que... Vous savez, c'est pas toujours... il n'est pas toujours nécessaire de toujours blâmer le président a fait ceci, le président a fait ceci, ou les enfants du président. Ok. Si Télé Congo ne s'est basé que sur les dons de la famille présidentielle ou des enfants du président, ça ne veut pas toujours dire que le président a demandé ou que quelqu'un de la famille présidentielle a demandé que les médias se basent que sur les dons des enfants du président. On n'a jamais dit que les médias, qu'on avait demandé. Ouais. Moi, je dis que j'ai vu, on a présenté. C'est ce que je dis. Voilà. Ça peut aussi être la faute. Bah, on peut aussi dire, le président peut-être a même blâmé le président, le directeur. Non, on ne sait jamais. Il a peut-être blâmé aussi le directeur de la Mais pourquoi blâmer puisqu'ils font un bon acte? Moi, c'est surtout ça, en fait. On fait un bon acte. Donc, l'aide aux Congolais, l'aide aux sinistrés. Et aujourd'hui, donc, si on arrive à ces sinistrés-là qui vivent dans des camps, enfin, dans des logements improvisés, ou qui sont logés à des endroits improvisés, voilà, ils n'ont pas d'eau à boire, ils n'ont pas à manger. Et ils n'ont pas de toilettes, le minimum de la chose. Pour aller aux toilettes, ils font en plein air. Donc, voilà, donc on revient sur ça. Ajouter dans la même perspective, mais ils ont distribué des bassines.
Et dans ces bassines, il y a une effigie. Et qui est ce monsieur-là? C'est le président. D'accord. Attention, attention. On distribue des dons. Ça, c'est du vécu. On ne fabrique rien ici. Toi, tu n'as pas de bassine, tu es sinistré. Les hommes du président arrivent, te donnent 2 ou 3 bassines. Mais dans chaque bassine, il y a l'effigie du président. Est-ce que c'est le moment de faire la propagande? Ça, c'est quand même aussi une erreur de communication, quand même. Non? Il y a l'effigie du président dans les bassines. Mais bien sûr. Mais, moi, je les ai pas. J'ai pas vu l'effigie. J'ai vu les bassines. J'ai vu les bassines, mais j'ai pas vu l'effigie. Je l'apprends là. Nous sommes responsables. Si nous avons accepté, c'est parce que nous sommes responsables. Ouais. Et ceux qui vont suivre ça, ils savent qui nous sommes. Nous avons ici été avec les grands hommes du Congo. D'accord. Et on ne parle pas en l'air. On n'a pas dit que tu parlais en l'air, mais voilà, c'est une information que tu nous donnes. Voilà. Donc, tout ce que nous disons ici, c'est la vérité dans la vérité. D'accord. Si vous avez des mails, je peux vous les envoyer. Donc, c'est qu'il y a quand même eu un début d'aide aux sinistrés. Ce qui est déplorable, c'est que peut-être ce n'est pas le moment approprié de chercher à faire la propagande. Mais si cela est le cas, donc oui, si cela est le cas, c'est que je me réjouis quand même qu'on commence à s'occuper des sinistrés. Oui, écoutez, moi je pense qu'il y a un problème. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes dépositaires quelque part de la souveraineté du peuple congolais. Moi, je n'ai jamais donné le mandat à M. Sassou de prendre ma part. Moi, je suis congolais à 100%. Puisque nous sommes dépositaires de cette souveraineté, nous avons le droit de parler. Je vous dis, avec ce que nous avons reçu comme argent, on pouvait devenir un petit Dubaï. D'accord, mais on ne l'est pas aujourd'hui. On ne l'est pas pourquoi? On ne l'est pas aujourd'hui. Voilà, donc on va voir maintenant par rapport à... Nous parlons des aides. C'est ça justement des aides. Parce qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on ouvre le débat. Sinon on va s'arrêter là, on ne va rien dire. Pour qu'il y ait d'abord autosatisfaction, mais il faut d'abord que les Congolais eux-mêmes fassent quelque chose. Mais on ne le fait pas pourquoi? Attention, mais partout où nous passons, on n'est plus respecté. Hein. Je ne sais pas si vous voyagez aussi. Moi, je voyage beaucoup à travers le monde. Mais quand vous dites que vous êtes Congolais, les gens ne vous respectent plus. Pourquoi? Mais c'est l'image là. Moi, je pense que... Non, mais là, je ne suis pas d'accord parce que le respect, c'est en fonction de toi. Moi, jusqu'ici, Dieu merci. Non, mais c'est en fonction de toi. Partout où tu passes... Tu dis jamais que je suis Makaya, tu dis d'abord, vous êtes d'où? Je suis du Congo Brazza. Oui, mais bon, ça, c'est autre chose. Moi, quand les gens me voient ici, ils me demandent pas d'où je suis. Ils me voient par rapport à ce que je suis et ce que je fais. On me respecte pour ça. Donc, ça, c'est pas un problème. Non, non, on ne parle pas de ce que nous faisons. Lorsqu'on se présente, on ne dit jamais ce qu'on... Non, non, c'est pas ça. Mais les gens qui te connaissent, ils te respectent par rapport à ce que tu es. Donc, ils te respectent pas. Quand on parle, quand tu voyages, les gars que tu rencontres, c'est pas d'abord des Congolais. Non, mais ils vont pas te cracher dessus parce que tu dis. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Mais tu veux quoi comme respect? C'est pas ce qu'on a dit. Ils parlent, c'est pas ce qu'on a dit. Nous parlons de la crédibilité d'un État et de la responsabilité d'un État. Parce que même là, je comprends que moi, je suis du Congo Kinshasa et je crois que je comprends son souci. Parce qu'il y a quand même une fierté nationale que chaque peuple partage. Et que quand on voit que son pays ne marche pas bien, ça crée une certaine réputation par rapport à ces peuples-là. C'est clair. Et c'est tout à fait normal que quand ça ne marche pas, qu'on se sente lésé en soi et que une mauvaise réputation qui s'est créée autour de ces pays-là fasse qu'on puisse, par ricochet, avoir cette réputation-là. À une certaine époque, on pouvait aller dans beaucoup de pays, même en Europe, sans visa. Pourquoi on a perdu ces avantages? Parce qu'on n'est plus crédible. D'accord. Bah, moi, on va rester dans notre débat. Et je vais revenir sur une question, en fait, avant d'aller à des questions. Je vais revenir sur le droit des victimes et des familles de victimes, le droit de porter plainte, le droit de se plaindre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Congolais ont suffisamment de droits
aujourd'hui sur le sol congolais, de pouvoir dire ce qui est arrivé, c'est une goutte de trop qui fait déborder le vase, nous en avons assez, nous voulons porter plainte contre X, par exemple. Aller faire un comité de victimes et puis aller porter plainte. Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, vous pensez qu'il y a cette liberté-là, puisque c'est leur droit, hein, c'est un droit aujourd'hui. Ça arrive n'importe où, les gens ils se forment en comité de victimes, ils vont porter plainte. Donc je ne pense pas, ça c'est la loi universelle, hein. C'est une loi universelle qui garantit ce droit-là à n'importe quel citoyen. Est-ce que les citoyens congolais aujourd'hui, on peut leur garantir ce droit-là de pouvoir se constituer en comité de victimes, en collectif de victimes et aller porter plainte contre X pour ce qui leur est arrivé? Je crois qu'avant de parler le droit des victimes, il faut d'abord établir les responsabilités. Hein? Il faut qu'on sache qui... Non, mais là, moi, je parle... Non, je cherche pas... Eux, ils ont le droit de porter plainte contre X. Non, sinon, ça sera comme les procès postérieurs, hein, et les procès antérieurs, où l'État est responsable, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. Donc, moi, je crois qu'avant que les victimes ne portent plainte, il faut d'abord établir les responsabilités. D'accord. Alors, une fois qu'on aura su, qu'on aura su les responsabilités, qu'on aura su la vérité, est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez que la justice congolaise pourra accepter que les victimes aient le droit de porter plainte contre X et que cette plainte-là aboutisse? S'ils sont lésés. C'est ça, justement. Justement, je partage sa démarche. Nous avons dit qu'il faut qu'on mette en place une commission d'enquête internationale, n'est-ce pas? Si les faits, les conclusions nous donnent la vérité, c'est ceux qui sont... Et que ferez-vous de cette vérité-là? Non, je viens. Et puisque dans ça, la commission va dire la vérité. Et les victimes peuvent se constituer en comité de suivi. Comité de suivi ou comité de suivi d'abord. Il faut d'abord suivre. D'accord. Hein? Parce qu'on va porter plainte, d'accord, mais il faut d'abord être lésé. Moi, je pense que c'est... Non, mais pendant qu'il y a des enquêtes, est-ce qu'il ne peut pas y avoir parallèlement une plainte contre X? Et une fois qu'on a établi les responsabilités, à ce moment-là, on peut retirer la plainte contre X et puis porter une plainte contre... Les parents, un comité de suivi pour suivre la démarche, pour suivre ce qui va se passer au niveau de la commission, et ainsi de suite. Et maintenant, s'ils se sentent lésés, ils peuvent porter plainte. Mais juridiquement, comme tu le dis, c'est aussi possible. Ils peuvent le faire. Est-ce que pour moi, ce serait une anticipation? Moi, mais d'une manière générale, en droit, je ne connais pas bien le droit congolais. Je dois préciser parce que, comme je suis du Congo Kinshasa, j'aimerais bien dire Congo Brazzaville. Juste pour identifier, ne pas faire l'amalgame. D'une manière générale, je crois que chaque personne qui se sent lésée a le droit de porter plainte. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que l'appareil judiciaire congolais est capable de permettre à ces Voilà, c'est cette question que je... Et c'est peut-être ça la question fondamentale. Voilà, est-ce que l'appareil judiciaire congolais est suffisamment indépendant pour qu'un citoyen qui s'étant senti lésé puisse porter plainte? Pour répondre à cette question, moi je crois que la bonne démarche, c'est d'abord d'établir les responsabilités. Qui est responsable? Les terrains appartenaient à qui? Mais cela ne devrait pas enlever, ne devrait pas enfreindre au droit des citoyens congolais d'aller se plaindre. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Dans l'histoire du Congo, il y a eu des procès. L'État responsable, pas de coupable. Donc, mais est-ce que ça ne peut pas changer? Parce que ça, c'est l'histoire. Ça parlerait peut-être du fait que le système judiciaire n'était peut-être pas suffisamment indépendant. Mais aujourd'hui, les juristes sont devenus un peu plus intelligents, un peu plus indépendants, un peu plus autonomes, je pense. Et donc, en terre démocratique qu'est le Congo, je pense que, voilà, je pense qu'il pourrait au moins accorder. Mais on va revenir là-dessus. On va faire une petite pause. On va faire une pause et on va revenir dessus. Voilà, on va faire une petite pause et on revient dessus. C'est-à-dire...
Voilà, donc on revient sur notre question qui était le droit des citoyens, le droit de recours à la juridiction, à la justice congolaise. Est-ce que, comme l'a dit le frère Bandé, est-ce que la justice congolaise, la machine judiciaire congolaise est assez indépendante, assez autonome, assez libre pour pouvoir accorder cette liberté, ce droit fondamental aux Congolais qui se sentent lésés aujourd'hui, qui se disent « je me sens lésé, je porte plainte », ne serait-ce que contre X, mais que la plainte soit recevable. Ok. Personnellement, oui, je pense personnellement que la justice congolaise a des hommes de droit assez libres, quand même. D'accord. Mais je reviendrai sur le point de mon grand frère, très honorable grand frère, très intéressant. Et je dirais que l'heure n'est pas encore à la plainte. Moi, je pense qu'il faut d'abord, comme le grand frère a dit, qu'une commission soit mise en place pour chercher à savoir qui doit être blâmé, qui n'a pas bien fait son boulot, qui n'a pas protégé qui. Parce que, comme on dit, il y a eu mort d'homme. Quand il y a eu mort d'homme... Même si c'est un seul mort, c'est mort. Hein? Oui, c'est pour ça que je dis mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Je n'ai pas dit mort des hommes, mort d'homme. Donc, je pense que jusqu'à ce qu'on sache ce qui s'est vraiment passé, je demanderai aux familles, très difficilement, avec beaucoup de regrets, d'être très patientes, d'attendre de voir et de chercher à savoir qui doit être blâmé, pourquoi. Et à ce moment-là, même la commission peut conseiller à ces familles de porter plainte, s'ils le veulent. S'il y a des gens qui doivent être coupables, ben, il y aura des gens qui seront coupables. S'il y a des gens qui doivent être emprisonnés ou bien payer un prix pour ça, ben, il faut que ce soit fait. Parce que, bon, comme on dit, c'est la population. Admettons que, alors, s'il y a des gens qui doivent être emprisonnés, ils vont être emprisonnés. S'il y a des gens qui doivent être coupables, ils doivent être punis, c'est ce que tu dis. Admettons que, puisque les armes n'appartenaient pas à toi, à moi ou à n'importe qui, les armes appartenaient au peuple congolais. Non, ce n'est pas des armes du peuple congolais. Les armes appartenaient à un seul individu qui est le président de la République du Congo. Et donc, ce sont ces armes. Non. Les armes ne peuvent pas appartenir au donc président. l'État congolais, donc, enfin, admettons que l'État congolais soit reconnu coupable. Donc, l'État congolais, c'est qui alors? L'État congolais, c'est le gouvernement. Donc, le gouvernement serait emprisonné? Tu ne peux pas emprisonner tout un gouvernement. Alors, si le gouvernement est... Voilà. Tu sais, en droit, j'ai quand même beaucoup d'amis avocats. D'accord. Même quand il y a un problème. Même quand il y a eu un problème gouvernemental, on cherche toujours le ministre chargé du département dans lequel il y a eu le problème. D'accord. Et c'est lui qui prend la faute. On blâme le Premier ministre. D'accord. Mais le Premier ministre ne porte pas le chapeau. Le Premier ministre ou le président peuvent être... on peut leur faire des reproches. Mais on cherche... Que des reproches, rien que des reproches. Non, parce que c'est eux qui le nomment. D'accord, donc on ne leur fait que de reproches. Vous allez faire quoi? Ils peuvent porter non, je sais pas, une moi je responsabilité demande. morale. Voilà. C'est ça. Ils peuvent porter une responsabilité morale. D'accord. Mais dans ces cas, il serait difficile de voir comment est-ce qu'ils pourraient avoir une responsabilité directe en termes de citoyens ordinaires, puisqu'ils représentent l'État. Mais ils ne peuvent pas, on ne peut pas, incriminer, à moins qu'ils aient commis des actes personnels individuels qui auraient amené à cet incident. D'accord. Voilà, donc comme je disais, comme mon honorable grand frère vient de dire, l'heure n'est pas à blâmer, l'heure est à chercher, comme a dit mon honorable autre grand frère, à chercher à savoir ce qui s'est vraiment passé. Si, par exemple, le gouvernement congolais peut accorder à une commission internationale de venir faire des enquêtes, de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait quoi. Et si on peut arriver à une conclusion générale, à ce moment-là, après on peut dire, ok, ben, par rapport aux résultats de la commission internationale, nous pensons que M. X, Y, Z est responsable. Mais bon, incriminer tout un État, c'est incriminer tout un peuple. D'accord. Parce que ces armes-là, comme vous avez dit tout à l'heure, sont gardées à Mpila, ok, on ne va peut-être pas dire sous la commande du président. Parce que personne ne peut se lever et dire que oui, c'est le président qui avait demandé qu'on mette les armes là-bas. Non. C'est peut-être son système. Mais s'il n'avait pas accepté, s'il n'avait pas donné son accord, les armes ne seraient pas derrière sa maison.
Le président de la République a Hein? des conseillers. Hein? Le président de la République a des gens qui travaillent pour lui. Le président de la République ne prend pas des décisions tout seul. Le président de Bon, la ça République- dépend de quelle république. On parle du Congo, là. Non, moi, je parle d'abord de la République. République, vraie Congolaise. république. Mais le président la République, Le président de l'administration des sociaux a des conseillers. Non, mais voilà, mais il a des conseillers qui sont des griots. Bon, moi, je ne vais pas, comme je dis encore, je Hein? ne vais pas juger D'accord. les gens qui travaillent Ok. autour du président. Moi, je parle en termes juridiques. D'accord. Il y a des conseillers, il y a un ministre de la Défense, il y a des ministres en armement, il y a des gens qui s'occupent des armements et tout ce monde-là. C'est le côté armement D'accord. qui va être incriminé. Si jamais il est prouvé qu'ils sont responsables de quelque chose. D'accord. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ça peut aussi être un incident technique. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'incriminer ou on est en train de chercher à porter des préjugés à un niveau là où on n'est pas encore. En fait, si vous voulez, ne cherchons pas... à Non, mettre moi la charrue- je n'incrime personne. On essaie de voir toutes les Oui, non, toutes les possibilités. Ok. Ça peut être un accident, tout comme ça peut ne pas être un Un accident. accident. Donc, si, Voilà. jamais, moi, Mais personnellement- qu'il y ait accident ou pas accident, Ouais. il y a toujours Mais- eu, dans tous les, enfin, que je me souvienne depuis que je suis en Europe, même s'il y a un accident, il y a toujours une indemnisation, par exemple, ou bien les victimes se portent toujours. Peut-être que ta préoccupation pour établir des responsabilités pourrait alors avoir des réponses ou des débuts de réponses par rapport à l'enquête Donc il faut nécessairement qu'il y ait. il faut, que Paulin est en train de demander. donc c'est une condition sine d'exiger qua au gouvernement non, comme cette on est. enquête-là. Et, est une et condition par sine rapport qua à non pour cela, pouvoir- par rapport à cette enquête, on pourrait établir éventuellement des responsabilités. Ouais. Les causes Ah, et les restes. Tandis que suivre une voie judiciaire ne pourrait établir que la responsabilité de l'État congolais par rapport à ce qui vient d'arriver. D'accord. Ok. Bon, alors ça, c'est bien pour les familles qu'elles sachent que elles pourraient avoir droit, je pense, à voilà, qu'elles ne s'arrêtent pas. Bon, enfin, moi, je conseillerais que personne ne s'arrête, que personne ne reste là pour dire c'est arrivé, c'est la faute à personne, c'est la faute à quelqu'un ou à quelque chose. Et aussi donc, la cette Cour, chose-là, tout en décidant des indemnités, des dédommagements, peut aussi exiger qu'il y ait des dédommagements qui soient comme une punition de l'État. C'est-à-dire qu'on ne donne pas simplement un dédommagement de complaisance. de complaisance. C'est-à-dire Ouais, que hein? la Cour peut se dire, voilà, pour que l'État... Une cour indépendante. Bon, nous le souhaitons. D'accord. Mais la Cour peut dire, bon voilà, pour que l'État ait égard vis-à-vis de la population, nous allons exiger que les dédommagements soient très élevés pour que le La gouvernement... prochaine fois, qu'ils prennent des précautions Voilà. pour que ça ne se reproduise plus. Et donc là, on va rebondir, on va tomber sur notre prochaine question pour pouvoir avancer. Donc il y a eu une explosion, enfin des explosions, tout ce qui s'ensuit. Et donc les armes, je ne sais pas comment c'est fabriqué, puisque je ne suis pas chimiste ni quoi que ce soit, mais je suppose que ce sont des produits chimiques. Je suppose que ce sont des produits chimiques qui se sont propagés dans la nature, que les gens ont respiré et respirent encore. Alors, cette catastrophe ne serait-elle pas notre Tchernobyl à nous? Les gens qui respirent cet air-là, ne respirent-ils pas de l'air empoisonné? Empoisonné. Alors, si nous ne sommes pas... Si oui, dans ce cas, quelles sont les précautions que devrait prendre le gouvernement actuellement pour pouvoir faire face éventuellement à ça, ou bien informer les populations, ou bien enfin, comme je vais dire, la prévention. Quel type de mesures de prévention il pourrait prendre, sachant que nous ne sommes pas capables de traiter les maux de tête. On n'a pas les moyens de traiter quelqu'un qui a un mal de tête, il va mourir au Congo. Quelqu'un qui a un mal de ventre, il meurt parce qu'il n'y a pas les moyens. Le Congo n'a pas les moyens de soigner les maux de tête, la maladie comme le paludisme ou des petits trucs comme ça tue le Congolais. Et est-ce qu'on sera capable de soigner les cancers quand ça va se propager? Parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui risquerait de se passer s'il s'avère que ces obus de char contenaient des produits chimiques très très dangereux. Didier? Oui, je suis d'accord que ce qui s'est passé au Congo, c'est notre Tchernobyl à nous. Les leçons qu'on peut tirer, il y a plusieurs leçons. Que
ce gouvernement actuel, même les gouvernements futurs peuvent tirer, c'est le problème des constructions, que Brazzaville ne soit plus une ville garnison. Si on peut éloigner les casernes militaires hors de Brazzaville, l'éloignement des casernes militaires hors de Brazzaville. Mais il n'y a pas que Brazzaville, puisque à Pointe-Noire, alors j'ai parlé avec des amis à Pointe-Noire qui m'ont dit, à côté d'un collège à Pointe-Noire, à côté d'un établissement scolaire, il y a un dépôt d'armes. Voilà, j'ai pas vu, hein, mais d'après ce qu'on m'a dit, il y aurait un dépôt d'armes, enfin il y aurait des dépôts d'armes, et donc celui-là dont on m'a parlé, c'est celui-là. À côté d'un collège, ils le savent eux-mêmes. Même les gouvernements futurs, le déplacement des casernes militaires à côté des zones urbanisées. En face de Kondompila, il y avait un collège là qu'on a monté, complètement rasé. Et le problème de nettoyage de ces produits chimiques. Non, mais ça s'est propagé dans la nature. Oui. Il y a toujours des poudres, des débris qui sont là, qui peuvent avoir un impact dans le futur. Par exemple, les femmes enceintes qui vont commencer à mettre des enfants. Avec deux têtes, 2 têtes et 6 jambes. Ouais. Je crois que ce qu'il faut déplorer, c'est le dépôt d'armes. Et dans toutes les grandes villes, on a toujours un dispositif militaire pour des raisons de souveraineté, pour des raisons de sécurité, tout ça. Territoriale. Mais ce que nous déplorons ici, c'est le dépôt d'armes lourdes. Des armes légères, parfois c'est pour protéger la population civile. Donc, je crois qu'il faut quand même... Les dépôts d'armes lourdes à côté des écoles ou des zones habitées, ça ne rassure personne. D'accord, mais maintenant qu'on a cette propagation, éventuellement, cette propagation de produits chimiques dans la nature, moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y aurait suffisamment d'informations, il y aurait une information franche pour pouvoir attirer l'attention des populations quant à une éventuelle contamination massive? Là encore, au risque d'être encore monotone, je reviens à ce que Paulin demande, une enquête d'abord à court terme d'ailleurs, à court terme et à long terme. À court terme, juste pour vite établir ce qu'il y a comme risque immédiat, et à long terme, qui pourrait faire appel à plusieurs experts internationaux et locaux pour pouvoir éventuellement dégager pas mal de questions que nous tous nous posons. C'est ça. Oui, et puis, je pense qu'il y a le gouvernement américain qui a envoyé des techniciens là-bas, non, pour sécuriser la zone qui a été soufflée là. Donc les populations ne peuvent plus repartir en réalité. Voilà pourquoi ils sont sur les sites, ils attendent. Donc toute la zone est sécurisée. D'accord. Mais l'air voyage, mais l'air part. Tu as dit toi-même, ça voyage, donc ça peut se retrouver au Congo démocratique ou bien ça peut passer. Mais, et là encore, on n'en parle pas beaucoup. Et d'ailleurs, je déplore l'attitude de mon gouvernement, du gouvernement congolais, de Kinshasa, qui n'a pas aussi parlé de ce qu'il y a eu comme dégâts au Congo, de l'autre côté du Congo-Kinshasa. Je suivis notre ministre des Affaires étrangères qui a plutôt minimisé ce qu'il y a eu comme dégâts. Je pense qu'il fallait peut-être pas le faire au Congo-Brazzaville parce que les dégâts là ont été énormes et il y a eu de morts et qu'il fallait être sensible, il fallait compatir avec toutes les victimes. Mais peut-être qu'au niveau de Kinshasa, nous aurions dû faire un inventaire de ce qu'il y a eu comme dégâts et aussi nous poser des questions importantes par rapport à notre propre sécurité, parce que quand il y a des dégâts pareils et que les obus atterrissent même à Kinshasa, il faut bien se poser des questions, d'abord de souveraineté, parce qu'il y a quand même un autre État qui est endommagé, et aussi par rapport à notre population civile. Qui est une population sœur du Congo-Brazzaville, mais qui, quelque part, pouvait aussi se retrouver dans le même... Non, mais rien ne nous dit que dans les populations, enfin dans les personnes, dans les victimes, il n'y a pas de Congolais démocratiques. Certainement, il y en a. Certainement, il y en a. Ils sont partout. Ils habitent... Certainement, il y en a, puisque nous sommes des capitales les plus proches du monde. Exactement. Et puis les Congolais, les Congolais vivent partout. Et les Congolais de Kinshasa se retrouvent au Congo-Brazzaville, tout dans comme tous aussi les quartiers, les Congolais de Brazzaville se retrouvent à Kinshasa. Et nous avons toujours partagé
non seulement de langue, mais aussi, On a nous une avons une culture. fraternité qui... On a une culture. Bah, c'est un même pays, hein, c'est le Royaume Congo. Hein, voilà, donc, bon, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais ce qui est clair, c'est que nous partageons, nous avons toujours... C'est un même peuple. Quand ça brûle au Congo-Brazzaville, De l'autre côté, nous, si. les gens fuient au Congo-Kinshasa, et quand ça brûle chez nous, au Congo-Kinshasa, les gens fuient au Congo-Brazzaville. Donc, quelque part, il faut quand même que le gouvernement du Congo-Kinshasa aussi prenne ses Réagisse, responsabilités c'est pour, hein. et puisse aussi demander des comptes au Congo d'en face et demander à ce que on éloigne aussi les armes lourdes des frontières, de sorte qu'on évite des catastrophes. Figurez-vous ou posez-vous la question de savoir s'il y avait eu mort d'homme au Congo-Kinshasa, on pourrait créer des tensions qui ne devraient pas exister entre ces deux États. d'accord. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe Moi, à je la pense dernière que ça, question? Il faut sécuriser comme nous l'avons dit. Hein. La zone a été sécurisée. Bon, les techniciens vont faire le travail. Ils vont débarrasser tout ça. J'espère bien que l'État congolais aura la capacité d'aider les populations. Parce que dans les conditions actuelles, c'est difficile pour les populations. Hein. C'est ça. Et comme tu l'as dit, il faut faire très attention. Il ne faut pas que les gars repartent le plus rapidement possible. Mais moi, j'insiste quand même sur le fait que, voilà, justement, moi, j'insiste quand même sur le fait qu'il faudrait qu'on sache quel type d'arme a explosé. D'où la commission aura la mission de nous. Absolument. Je crois que l'idée de la commission est géniale. Ok. Et Didier a quelque chose à Oui, dire avant qu'on ne passe à la dernière question? Cette crise-là nous a montré que on ne met pas l'accent sur les services civils. Hein. On a vu les blessés être transportés dans des brouettes. Hein. Il faut que le gouvernement actuel et les gouvernements futurs essaient un peu de réfléchir sur les pompiers, les hommes. Non, mais on fait vivre les Congolais encore à l'époque, à l'ère du 19e siècle. Parce que, enfin, je ne sais pas si le Congolais ne mérite pas, de vivre avec son temps aujourd'hui. Voilà, c'est comme si, c'est une punition que d'être né Congolais. Hein. C'est comme si c'est ça, quoi. Donc, vous ne connaissez pas, vous pouvez connaître les pompiers et tout ça quand vous sortez du Congo, mais une fois que vous êtes au Congo, ça vous va. Hein. Vous allez à l'école, il n'y a pas de toilette, ça vous va. Vous êtes dans votre cité, il n'y a pas d'ambulance ni quoi que ce soit, ça vous va. Vous allez à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, ça vous va parce que vous êtes Congolais, c'est ça le lot des Congolais, c'est un peu ça. Bon, heureusement... Bon, mais la responsabilité incombe aux responsables. C'est pas au bas peuple. Non, mais je n'incrimine pas le bas peuple. Le bas peuple est victime d'une politique, d'une certaine politique. Les gens qui sont censés incarner l'État, Ouais. qui ont la responsabilité de s'occuper de leur population. D'accord. Heureusement, bon, on l'a déjà dit, hein, on sait comment est-ce qu'ils gèrent le pays. C'est une boutique, en réalité, et appartenant à un clan. Ça, on le sait aussi. C'est triste, mais c'est la vérité dans la vérité. On ne peut rien faire. D'accord. Et là, on va bondir sur notre dernière question, donc qui est tout simple. Quelles sont les leçons à tirer quelles sont les grandes, ou bien les leçons, on va dire, à tirer de cette catastrophe pour que, à l'avenir, cela ne se reproduise plus? Les leçons à tirer, c'est pour revenir à ce que j'ai dit avant, le gouvernement actuel et les gouvernements futurs, il faut qu'ils apprennent maintenant à respecter les lois de l'humanisme. Hein, parce que chez nous au Congo, tu es puissant, tu vas juste occuper un terrain, tu construis sans autorisation de la municipalité. On a vu des gens qui ont construit des maisons en face d'un camp militaire. Et deuxième idée, c'est un peu de réfléchir aussi sur l'organisation des services civils hein, dans le futur. Les pompiers, les secours. Et troisièmement, c'est toutes les personnes qui habitaient aux environs. C'est un peu de leur venir en aide. Hein. C'est pas des hangars. D'accord. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter Moi- sur les leçons à tirer? Moi, les leçons à tirer, c'est juste déplacer, comme on dit, toutes les poudrières, toutes les munitions, les éloigner de la population d'abord. Et je dirais aussi essayer de créer un peu plus
ce que j'appelle l'unité nationale. Hein, essayer un peu d'oublier, oui, il est de là, il a fait ci, il a fait ça. Et puis, vous voyez, quand ce genre de choses arrivent, moi j'ai toujours dit, même dans certaines communautés, les gens attendent toujours les mauvais événements ou bien les grands événements pour se retrouver. Ouais. Moi je pense que par cette crise, au lieu de chercher à se blâmer, on peut essayer de se dire, ok, c'est arrivé, tout le monde a perdu. Il y a des gens de toutes les tribus qui sont morts, il y a des gens de partout qui sont partis. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire que oui. Non, mais même s'il y a un Congolais, pour moi, même s'il y a un Congolais qui est décédé, c'est un Congolais. Hein? Non, pour toi, mais pas pour tous les Congolais. Enfin, je pense que... Pour la majorité des Congolais, ce n'est pas vraiment le cas. Parce qu'avec ce que j'entends, bon, moi j'appelle les gens au pays, il y a des trucs qui se disent. Ouais, moi je dis, ça ne sert à rien. Je pense que la leçon à tirer de ce genre de catastrophe, c'est qu'on doit apprendre à prêcher l'unité, à vivre dans la fraternité. Mais on ne peut pas prêcher l'unité, on peut pas prêcher l'unité si on laisse un côté, parce qu'en fait, si vous avez si tu as des enfants, tu as 2 enfants, tu privilégies un enfant par rapport à un autre, je pense qu'il y aura rivalité entre les enfants. Il y aura rivalité parmi les enfants. Quand je parle, je ne parle pas que du peuple congolais. Ouais. Je parle et du gouvernement, de la population congolaise en général. Ouais. Je parle de tout le monde. Et moi, je pense que il a bien dit. Ce qui s'est passé à Brazzaville, on a suivi. Les populations de Mpila se sont déplacées vers les quartiers sud. Donc, il n'y a pas eu de problème. Les habitants de Bakongo et Makilikele ont donné de la place à leurs frères. Ils ne pouvaient pas faire autrement, ils sont congolais. Et chacun c'est le débat, il faut qu'on finisse. D'accord. Donc, déjà, il y a une leçon déjà. C'est pour dire que ce sont les hommes politiques qui divisent et pas les populations. Et la deuxième leçon, comme nous l'avons dit, il faut maintenant que le pouvoir déplace les poudrières. Il faut sortir ces poudrières des quartiers populaires. Je pense que notre pays est presque inhabité, hein, qu'on le veuille ou pas. Le Congo est assez grand, il y a bien des sites qui attendent d'être utilisés. Donc, il faut bien déplacer ces sites-là. Et Telsio, le pouvoir de Brazzaville, doit aujourd'hui apprendre à accepter la véritable réconciliation nationale. Parce que ce qui non, mais moi je pense, enfin, si elle doit accepter la réconciliation nationale ne passera que par le partage équitable du bien national. Mais voilà pourquoi on parle de réconcilisation. Il n'y a pas de réconciliation sans concertation nationale. S'il y a concertation nationale, ça veut dire que les gens se retrouvent autour d'une table. Nous sommes des Bantous, notamment les Bakongo. Hein, chez nous, il y a ce qu'on appelle les Mbongi. Vous voyez cette case qui était au centre du village, qui avait... c'est pas le propre des Bakongo, c'est le propre des Bantous, je veux dire. Bon, c'est pas le propre des Bakongo. Je parle de ma culture. De ce que tu connais, mais c'est le propre des Bantous, ça. Bon, je vais d'abord parler des Bantous. Voilà pourquoi voilà, donc tu peux pas le réduire en Bakongo, parce que c'est le propre des Bantous. Je vais parler des Bantous. D'accord. Tu peux réécouter la cassette. D'accord. Voilà, tu peux réécouter la cassette. J'ai parlé des Bantous et j'ai précisé parce que c'est la mienne, je la connais mieux. Ok. Voilà. Donc, donc il y avait ce qu'on appelle... cette case avait un statut extraterritorial. Et les gens se retrouvaient pour régler les problèmes du pays. N'est-ce pas? Donc du village. Il n'y avait pas de séparatisme, n'est-ce pas? Alors, il nous faut que cette tragédie amène les Congolais vraiment à être ensemble pour régler les problèmes du pays, parce que ce qu'on a vu, c'est une honte. Rien ne marche. Vous voyez? D'accord. Voilà ce que je peux dire de façon ramassée. Merci beaucoup. Bon, moi je dirais, je partage le point de vue de tout le monde. Enfin, je partage tout ce qui a été dit jusque-là comme conclusion par rapport à ce qui s'est passé. Mais j'aimerais aussi quand même dire à Cédric particulièrement, que je crois qu'il y a une grande solidarité entre les citoyens. Ce que j'ai pu voir, parce que beaucoup de gens qui ont été sinistrés sont allés chez leurs voisins ou, disons, ont quitté leur lieu d'habitation pour aller dans d'autres où on les a accueillis.
Et c'est pour ça que même on veut que le gouvernement se responsabilise vite pour qu'on prenne en charge ceux qui ont été sinistrés. Donc je pense qu'il y a quand même solidarité. Une autre leçon que je tire de ce qui s'est passé, c'est ça a été dit par la dame que j'ai suivie qui a dit que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix et que les autorités doivent faire en sorte que la population se sente en sécurité. Une autre leçon, c'est ce qui s'est passé par rapport au ministre. C'est leur devoir d'ailleurs. Absolument. C'est par rapport au ministre, un problème de communication. Monter, il en restera toujours quelque chose. Parce que finalement, il s'est ridiculisé en disant qu'il n'y avait pas eu de mort. Et ça, c'est une faute grave de communication. Donc je pense que dans les futurs, probablement qu'il y aura d'autres incidents, pas de cette nature, et on ne les souhaite pas, mais c'est la nature des choses qu'il y ait des incidents graves, et il faut que le gouvernement apprenne à communiquer mieux, et souvent, quand le gouvernement n'est pas sûr de ce qui s'est passé, à le dire aussi à la population, parce que la population est suffisamment mûre pour comprendre qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse, mais qu'éventuellement on aura des réponses. Donc le ministre pouvait rassurer la population tout en évitant de dire quelque chose qui après va se prouver ne pas être le cas. Donc ça, c'est aussi une leçon. Et puis les autres leçons, c'est par rapport à ce que tout le monde a dit, éloigner surtout les armes lourdes des zones habitées. Et c'est une précaution qui est moins coûteuse d'ailleurs. Donc c'est à peu près ça ce que je peux tirer comme leçon de ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Et Didier? Moi, c'est surtout ces trois idées. D'accord. Les lois d'urbanisme, réfléchir sur le dépôt des armes dans la vie, et puis essayer un peu de réfléchir sur les services d'urgence, les ambulances. On n'a vu pas d'ambulance. C'est déplorable. Si pour un pays, film qu'on a mis hier, là, un pays producteur de pétrole au XXIe siècle, je ne pense pas qu'il y ait de quoi se réjouir en étant président de ce pays-là. Je ne serais pas fière d'être président du Congo actuellement. Je serais honteuse de dire je suis président du Congo. Ça, je pense que je le ferai. Mais écoutez, merci beaucoup à tous d'être venus, d'avoir partagé sur ce débat. Et donc moi, tout ce que je pourrais avoir à ajouter, ce serait partager la douleur des familles sinistrées. Contrairement à certains de nos frères, de nos compatriotes qui alimentent les débats c'est des nordistes, c'est des machins, il n'y a pas de nordistes là-dedans, ce sont des Congolais. On est Congolais. Moi, j'ai vécu dans un Congo où il n'y avait pas de nordistes d'ailleurs. J'ai une sœur, paix à son âme, elle est partie, mais ma sœur jumelle était du Nord. Boshi du Nord, c'est ma sœur jumelle. Donc, je ne partage. J'ai la douleur de voir que le Congolais est réduit au point de renier son propre frère, de renier l'autre, qui est lui-même. Nous ne pouvons pas dire les gens du Nord ne sont pas nous, parce que sans le Nord, le Sud n'est pas équilibré, et sans le Sud, le Nord n'est pas équilibré. Le Congo, c'est le Nord. Le Congo, c'est le Sud. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci. C'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie.
as la chance, tu peux gagner le tiercé. Y'a même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. Mais demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre.